Chères étudiantes, chers étudiants des masters études politiques internationales et discours politiques et médias de l'Université de Toulon, on reprend aujourd'hui avec cette petite vidéo notre cours d'histoire comparée des systèmes politiques. Et malgré la difficulté de ce moment et la distance, nous continuons à travailler ensemble. Et comme lors de nos dernières séances à l'université, on a étudié le système politique britannique et le système politique français de la Ve République. Aujourd'hui, la séance portera sur les origines historiques, sur les formes du système politique républicain en Italie. Vous pouvez trouver sur la plateforme Moodle d'autres supports de lecture, une bibliographie certainement utile pour la préparation de votre examen. Au lendemain de la libération, le gouvernement en Italie est assumé par les partis politiques qui avaient organisé et dirigé la lutte contre le nazifascisme au sein du Comitato di Liberazione Nazionale, le Comité de Libération Nationale, le CLN. Les partis politiques en question sont les suivants: le PDA, le Parti d'Action, le PLI, le Parti libéral italien, le PSIUP, le Parti socialiste italien d'unité prolétarienne, les socialistes, le Parti communiste italien, le PCI, et la démocratie chrétienne. Aux deux gouvernements présidés par Bonomi suit, et nous sommes au mois de juin 1945, suit le gouvernement de Ferruccio Parri, qui était le leader du Parti d'Action et l'une parmi les personnalités les plus influentes de la résistance. Ferruccio Parri qui toutefois démissionne au mois de décembre et le nouveau président du Conseil des ministres sera le démocrate chrétien, leader de la démocratie chrétienne, Alcide De Gasperi. La question politique, la question principale que ce nouveau gouvernement se propose de résoudre est la question institutionnelle. Il faut établir quelle forme de gouvernement, quel système politique donner à la Nuova Italia, à la nouvelle Italie sortie de la longue double décennie de la dictature totalitaire fasciste. Le choix est celui de l'organisation d'un référendum. Les Italiens et les Italiennes qui enfin, pour la première fois en Italie, ont accès au vote, sont appelés à se rendre aux urnes le 2 juin 1946 et choisir soit le maintien de la monarchie, soit la création d'une république. Et en même temps, ils sont appelés à élire les représentants d'une assemblée constituante. Eh bien, les Italiennes et les Italiens choisissent la République. Or, ces élections du 2 juin 1946 montrent une chose. Ce sont trois les forces politiques qui s'imposent sur toutes les autres. Ces trois forces sont la démocratie chrétienne, le Parti socialiste italien d'unité prolétarienne et le Parti communiste. Pour vous donner quelques chiffres, quelques pourcentages, la DC remporte le 35,2% de voix, ce qui lui permet d'obtenir 207 sièges à l'Assemblée constituante. Le Parti socialiste italien d'unité prolétarienne obtient 20,7%, 115 députés, et le Parti communiste italien le 18,9%. Traduit en 104 députés à l'Assemblée constituante. Ce sont donc les trois partis de masse, avec des centaines de milliers d'inscrits et d'adhérents du nord au sud de la péninsule, qui s'imposent. Ce sont les forces politiques qui disposent d'un appareil fort bien organisé et présent dans la société. Et c'est exactement cette caractéristique qui leur permet donc de se distinguer par rapport à toutes les autres forces politiques qui ont participé à la lutte de la résistance au sein du Comité de libération nationale.
Au lendemain du référendum, on assiste donc à une unité entre les trois principaux partis antifascistes. Mais il s'agit d'une unité temporaire, de très courte durée. En fait, au début de 1947, rentré d'un voyage aux États-Unis, Alcide De Gasperi décide de rompre la collaboration avec le PCI et les socialistes pour former un nouveau gouvernement. Un nouveau gouvernement composé presque exclusivement par des membres de son parti, la démocratie chrétienne, avec quelques libéraux, avec les soutiens des indépendants. Mais il faut comprendre donc que l'Italie, dans cette phase complexe, 1937, plonge tout de suite dans les climats de la guerre froide. Eh bien, on revient encore aux élections du 2 juin 1946. Nous l'avons évoqué tout à l'heure, le peuple italien ne s'était pas seulement exprimé pour la République, il avait même voté pour les députés chargés de siéger au sein d'une assemblée constituante, c'est-à-dire une assemblée chargée de concevoir, élaborer, formaliser une constitution républicaine. Et on a dit qu'au début de l'année 1947, l'unité des partis antifascistes est rompue. Mais il faut préciser que ces partis, malgré cette rupture, continuent à travailler ensemble dans l'Assemblée constituante, car leurs représentants sont conscients de devoir accomplir une tâche d'une importance fondamentale, puisqu'il fallait établir les principes, les normes qui allaient régler la vie et les fonctionnements de la Nuova Italia, de la Nouvelle Italie. La charte constitutionnelle de l'Italie républicaine doit être donc considérée comme le résultat de la rencontre, voire du compromis entre forces et cultures politiques différentes, la démocratie, le libéralisme, le catholicisme et la tradition socialiste du mouvement ouvrier. Eh bien, ce qu'il faut considérer, et je le répète parce que je l'ai déjà évoqué, la République en Italie naît après l'expérience de la longue double décennie fasciste. On l'appelle ventennio en Italie. La République italienne naît à la fin de l'expérience sanglante et traumatisante de la Seconde Guerre mondiale. La République italienne naît à l'issue d'une guerre civile entre Italiens et Italiens, qui a vu les Italiens qui avaient décidé de rester fidèles à Mussolini et qui ont intégré la République sociale italienne, guidée par Mussolini dans la dernière phase de son expérience politique et de son existence italienne, de la Russie contre les Italiens qui avaient décidé d'intégrer la résistance, et donc de s'engager une guerre de libération menée bien sûr par les partisans, mais également par les gens, pour ainsi dire, ordinaires, les simples citoyens qui ont voulu entrer en fait en lutte contre le nazifascisme. Alors, la loi fondamentale de la République italienne est donc une constitution élaborée par une assemblée constituante composée de 556 membres élus au suffrage universel. Je répète encore une fois, cette constitution est le fruit d'un compromis, d'une coopération et entre cultures politiques et partis politiques différents. Et ce compromis, on peut bien le démontrer, par exemple, si on réfléchit sur le fait que les pactes du Latran de 1929, par exemple, les accords signés entre Mussolini et le cardinal Gasparri pour résoudre le conflit entre l'État et l'Église, Mussolini dira « je suis arrivé là où Cavour n'est pas arrivé », et donc
lors de la constituante, la décision prise est celle de reproduire, d'intégrer les pactes du Latran dans l'article 7. Un article que a vu le Parti communiste donner un avis favorable. Un article qui continuait à réserver à l'Église catholique une place tout à fait importante et qui confirmait que la religion catholique, apostolique et romaine demeurait la religion officielle de l'État. Après, ces accords seront modifiés au début des années 1980. Donc, la Constitution italienne entre en vigueur le 1er janvier 1948 et elle représente la loi fondamentale de l'État, car elle formalise les règles fondamentales qui disciplinent le fonctionnement du système démocratique italien. Cette constitution se compose de 139 articles qui formalisent les principes fondamentaux, les droits et les devoirs des citoyens, l'organisation de l'État, les garanties constitutionnelles, les organes et les institutions, dirais-je, qui œuvrent à l'application de la Constitution même, à la mise en œuvre de la Constitution même. Maintenant, on va s'intéresser en particulier, même si toujours de façon très synthétique, on aura l'occasion d'approfondir ces questions à travers les lectures que je vous ai conseillées, on va s'intéresser en particulier à l'organisation de l'État, à la question de la démocratie représentative, et pour conclure, on va réfléchir sur le rôle des partis politiques. Premier point, l'organisation de l'État. Dans une démocratie, le pouvoir, pour faire simple, ça vient d'en bas, des citoyens, pour être en quelque sorte diffusé, et cette diffusion entraîne qu'il y ait une division des tâches confiées à des différentes branches, de différents organes de l'État. Au XVIIIe siècle, Montesquieu avait formulé le principe de la division des pouvoirs. On l'a étudié ensemble lors de notre cours, au premier semestre, d'histoire des idées politiques. Donc vous connaissez très bien cet auteur. La Constitution républicaine italienne prévoit les 3 pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires. Ces 3 pouvoirs, que je répète, vous connaissez bien, donc je ne m'arrêterai pas à les expliquer, ces 3 pouvoirs, étant autonomes, ils exercent leurs prérogatives sans subir, au moins formellement, l'influence de l'un sur l'autre. Je dis au moins formellement parce que cet aspect aussi, également, vous le connaissez très bien, c'est-à-dire, quand on étudie une constitution, il faut toujours tenir compte du gap, de la distance entre la soi-disant constitution formelle et la soi-disant constitution matérielle. La Constitution républicaine italienne établit de façon très détaillée le rapport de complémentarité, le rapport organique entre ces 3 pouvoirs. Et le président de la République est le garant de la Constitution. Il symbolise l'unité de l'État, il est le chef de l'armée, et ses interventions, quand elles arrivent, et là aussi je fais simple, ça signifie que les systèmes ne fonctionnent pas de façon respectueuse de la loi fondamentale. Mais on aura l'occasion d'approfondir grâce à nos lectures. Deuxième point, comment est-ce que fonctionne la démocratie républicaine en Italie? La démocratie italienne est une démocratie représentative. Les citoyens n'approuvent pas directement les lois et ils ne gouvernent pas directement. Ce sont leurs représentants, députés et sénateurs qui siègent au Parlement, qui doivent s'occuper de la tutelle des intérêts des citoyens qui les ont élus. Si une force politique obtient la majorité des voix, elle devra former un gouvernement et diriger la vie politique du pays jusqu'à quand elle bénéficiera de la confiance de la majorité du Parlement. En Italie, à la sortie de la longue double décennie, on assiste à des dynamiques sociales très complexes. La société est très complexe.
après l'expérience totalitaire et dans une situation économique extrêmement difficile et critique. Eh bien, dans cette transition, les partis politiques ont joué en Italie un rôle très important. Et je dirais que les partis politiques continuent encore de jouer un rôle important, malgré la crise des anciennes cultures politiques et des anciens partis politiques entrés dans une phase de déclin de plus en plus évident après la fin de la guerre froide et la chute du mur de Berlin. Mais je reviendrai sur cet aspect tout à l'heure. Je veux dire que les partis politiques doivent faire fonctionner le système démocratique. La Constitution, à l'article 49, prévoit les partis politiques, même si elle ne précise pas exactement leurs fonctions. Et je reviens à la question du gap entre constitution formelle et constitution matérielle. De toute façon, les partis politiques doivent organiser la vie politique, doivent organiser la participation des citoyens, les partis politiques doivent sélectionner les personnalités jugées capables de réaliser les idées et les programmes. Et donc, ils doivent choisir les candidats aux différentes fonctions étatiques. Pour mieux comprendre, sans le travail de médiation, de sélection, d'organisation des partis politiques, difficilement une démocratie peut bien fonctionner. Toutefois, même à cause des partis, la démocratie parfois peut mal fonctionner. Et cela arrive au moment où les partis politiques renoncent à leur fonction pour s'enfermer dans une logique de pouvoir, ou dans l'idée qu'il faut à tout prix s'installer, donc durer au commandement, au pouvoir. Compte tenu que entre 1948 aujourd'hui en Italie on a connu 66 gouvernements, on parle de façon récurrente de l'instabilité des gouvernements dans les systèmes politiques italiens. On vient de le dire. La Constitution républicaine est née après l'expérience de la longue double décennie de la dictature totalitaire fasciste. Et cette Constitution donc est conçue par les pères constituants de façon à éviter la concentration du pouvoir en un seul parti. Plus jamais le parti unique comme le PNF, était le parti national fasciste. D'ici, donc, la création d'une république parlementaire selon le principe du soi-disant bicamérisme parfait. Le bicamérisme parfait. 2 chambres, chambre des députés et chambre du Sénat, élus, les deux, au suffrage universel. Un Parlement qui élit tous les 7 ans un président de la République, dont les fonctions fondamentales, on les a évoquées, même si de façon très rapide, ne lui permettent pas de diriger la politique du pays, mais lui permettent de nommer un président du Conseil des ministres dans le respect des résultats des élections ou par rapport aux possibilités de formation d'une majorité parlementaire lors de moments de crise gouvernementale. Le président du Conseil nomme ses ministres et il détient le pouvoir exécutif. Alors, l'une des raisons, peut-être la principale, de la question de l'instabilité relève du scrutin, c'est-à-dire du système adopté pour les élections. Un système du scrutin pendant très longtemps purement proportionnel, qui consiste à élire les représentants au Parlement et attribuer les sièges en fonction du pourcentage de voix obtenues. Et ce, pour permettre, même aux partis les plus petits, d'avoir une chance d'être représentés au Parlement. En fait, c'était la traduction de la préoccupation qu'on a évoquée tout à l'heure des pères constituants.
de pouvoir créer un système qui puisse garantir une représentation large, hein, et éviter toute forme de concentration du pouvoir en seul parti. Certes, ce système de scrutin offre des garanties pour une représentation large et démocratique, mais il favorise en même temps la multiplication des partis politiques. Par conséquent, comme on n'a jamais eu, au lendemain des élections en Italie, un parti à majorité absolue, mais toujours un parti à majorité relative, et on pense en particulier à la démocratie chrétienne, la difficulté majeure a été toujours celle de la constitution d'une majorité au Parlement. Et donc, par conséquent, les difficultés pour l'exécutif de gouverner et de durer, hein, en tant que guide politique du pays. Après la fin de la guerre froide et le scandale de corruption qui a touché au début des années 1990 presque toute la classe politique italienne, un scandale représenté par les médias comme le tsunami de Tangentopoli, hein, la ville de Pot-de-Vin, donc un scandale de corruption. Les partis et les personnalités politiques protagonistes des premiers 50 ans de la vie républicaine quittent le devant de la scène car touchés par les enquêtes de la magistrature. Et la considération qu'il faut faire, à mon avis, c'est qu'on n'a pas eu en Italie un vrai changement de régime, même si on parle, en faisant référence à cette transition dramatique et critique, du passage entre une soi-disant première et une soi-disant deuxième république. C'est une expression, dirais-je, journalistique qu'on utilise par commodité pour faire référence à un avant et un après. Mais en réalité, la charte constitutionnelle en vigueur depuis 1948 est restée toujours la même. Un corps politiquement fondé sur le rôle des partis politiques et qui, au-delà de quelques corrections de la loi électorale, n'a pas été réformé de façon importante et surtout n'a été jamais remplacé. Et alors moi je préfère de ne pas parler de première et deuxième république, mais plutôt de première phase du système républicain, hein, c'est-à-dire entre 1948 et 1992-94, et pour l'après, parler de la deuxième phase du système républicain. Certes, l'Italie donc est la même république qu'auparavant, et qui doit se confronter, comme toujours, avec le problème de la gouvernabilité. Or, du début des années 1990, après un référendum sur la préférence unique, une partie du scrutin majoritaire a été introduite, en plus du proportionnel, pour favoriser les gros partis ou les coalitions fortes. Mais on aura l'occasion d'approfondir, d'aller plus en détail, grâce aux lectures que je vous ai proposées. Et donc je ne m'arrêterai pas à vous reconstituer tous les passages concernant l'introduction des différentes lois électorales. Je fais référence à la réforme de la loi électorale la plus récente, celle qui a remplacé la précédente, connue comme Italicum, mais qui était valable seulement pour la Chambre des députés. Une loi électorale qui a vu sa première application lors des élections politiques du 4 mars 2018, les toutes dernières élections politiques en Italie. C'est une loi qui permet aux candidats qui arrivent en tête du vote de siéger au Parlement, donc scrutin majoritaire. Et d'autre part, prévoit une liste qui va compléter les sièges à pourvoir sur un mode de scrutin proportionnel. Pour faire simple, on a cette configuration. Un tiers du Parlement élu avec scrutin majoritaire et 2 tiers du Parlement avec le mode proportionnel. Le problème, c'est que cette loi, quand elle a été conçue, elle n'a pas tenu compte des changements intervenus dans le paysage politique italien, où le consensus change, varie désormais à une vitesse inédite. Pensons à
la première phase du système républicain. Lors des élections politiques de 2018, on a assisté en fait à un succès extraordinaire du mouvement 5 étoiles, qui a obtenu un score de 32,7% à la Chambre des députés et 32,2% au Sénat, en devenant le premier parti politique du pays. Donc un phénomène inédit. Le Parti démocrate, je vous donne des pourcentages pour vous permettre, j'espère, de vous rendre compte de la situation. Le Parti démocrate a obtenu entre 18 et 19%. La Ligue de Matteo Salvini de 17,5% et Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi, le 14%. Donc vous comprenez bien que on n'a pas un parti majorité absolue, donc il faut composer, il a fallu composer une majorité, donc la question de la gouvernabilité n'a pas trouvé une solution. Cette situation, en fait, a donné lieu à une difficulté énorme pour la formation d'une majorité parlementaire. Et après une longue crise que le président de la République, Sergio Mattarella, a dû gérer, crise institutionnelle durée à peu près 90 jours, donc une alliance dite jeune verte entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue, attention, deux partis farouchement adversaires lors de la campagne électorale, donc cette alliance a pu se former. Et c'était le premier gouvernement présidé par le juriste, professeur à l'université de Florence, Giuseppe Conte. Gouvernement mis en crise par Matteo Salvini et son parti après une durée de 465 jours. Actuellement, on est au mois de mars 2020, le gouvernement est encore présidé par Giuseppe Conte, qui est à la tête d'un exécutif qu'on appelle le Conte II, son deuxième exécutif, composé cette fois-ci, après la crise, ouverte par Salvini, composé par une coalition qui est le résultat d'un accord entre le mouvement 5 étoiles, le Parti démocrate, aujourd'hui soutenu par certains membres, anciens membres du Parti démocrate qui ont constitue un nouveau parti politique présidé par l'ancien président du Conseil des ministres Matteo Renzi, Italia Viva, Liberi Uguali et le mouvement associatif des Italiens à l'étranger. Un nouveau gouvernement, donc, composé de partis politiques, encore une fois, qu'aux élections de 2018 étaient porteurs des programmes et des visions différents.